Bien avant que des frontières ne soient tracées sur le sol africain, avant que les Européens ne divisent le continent à la règle et à l'encre, les peuples se déplaçaient comme l'eau, anciens, fiers et résilients. Ils étaient les Luo, descendants du Nil, non pas simplement une tribu, mais une nation au sang fluvial, l'un des grands peuples niloïtiques, enfants du fleuve, conteurs du temps, guerriers à la fois de la lance et de la parole. Mais qui sont réellement les Luo? Pour les comprendre, il faut remonter le fleuve jusqu'à sa source, sur les rives verdoyantes du Bahr el-Ghazal, au Soudan du Sud, vivaient les premiers clans Luo connus. C'étaient des peuples du fleuve, nés d'une terre où les roseaux murmuraient des prophéties et où les pirogues fendaient le silence comme des flèches du destin. Ils ne parlaient pas seulement avec la langue, mais avec les tambours, les clochettes du bétail et des noms porteurs d'un sens plus profond que le temps. Les Luo sont descendants des peuples nilotiques, grands, endurants, pasteurs, voyageurs linguistiques, qui suivaient le cours des rivières et l'appel des étoiles. Ils n'étaient pas des errants perdus, ils étaient des navigateurs de l'esprit et de la survie. Ils venaient des marécages et des rivières du Bahr el-Ghazal, guidés et non par des cartes, mais par une mémoire ancestrale profonde. Au XVe siècle, le malheur frappa, vague après vague. Les sécheresses brûlèrent la terre. Des maladies étranges frappèrent animaux et humains. Le ciel devint cruel et la terre ne répondait plus à leur faim. Les pressions exercées par les féroces tribus Gala à l'est, ainsi que des conflits internes amers, brisèrent ce qui restait de leur unité. C'est alors que commença la grande dispersion. Certains montèrent vers le nord et devinrent les puissants Shilluk. D'autres partirent vers l'est pour former les Anuak. D'autres encore traversèrent les hautes terres, franchissant les collines d'Agoro pour entrer dans le nord de l'Ouganda. Mais le cœur du peuple Luo, le groupe principal, suivit le Nil vers le sud, pas à pas, jusqu'à atteindre Pubongu, près de l'actuel Pakwach. Là, au point de rencontre des eaux et du destin, leur histoire prit racine. Mais toute migration a une étincelle. À Pubongu, près des eaux agitées du Nil, le peuple se reposa, mais la paix fut de courte durée. Le pouvoir passa aux mains d'un grand patriarche, Olu, dont les fils allaient bientôt transformer le destin du peuple. Olu avait 2 fils, Labongo et Gipi. Un jour, la lance de Labongo, une arme d'une grande valeur symbolique, fut empruntée par Gipi et perdue. Perdre un tel symbole n'était pas une simple maladresse, c'était une honte et une offense. Labongo exigea sa restitution. Gipi, désespéré de prouver sa valeur, affronta les dangers pour récupérer la lance, mais à un prix élevé. Le temps passa, mais l'amertume ne meurt pas facilement. Dans un retournement cruel, l'un des enfants de Labongo avala les perles précieuses de Gipi, des héritages irremplaçables. Gipi, glacé par la vengeance, ordonna qu'on ouvre l'enfant pour récupérer les perles. Un enfant pour des perles. Le clan regarda avec horreur. C'était le point de rupture. 2 frères, une blessure trop profonde. Labongo, lassé du sang et de la trahison, rassembla son peuple et se dirigea vers l'est, vers les hautes terres et les prairies de l'actuelle région de Gulu, dans le nord de l'Ouganda. Là, sa lignée s'enracina, et de cette lignée naquit un peuple fier, les Acholi. Gipi, lui, brûlait de chagrin. La fureur serrait son cœur. Il marcha vers l'ouest, au-delà du Nil, dans les terres que nous appelons aujourd'hui le West Nile et une partie du Congo. Ses descendants devinrent les Alurs, farouches, résilients, façonnés par la douleur.
Mais le fleuve de la migration, Luo, ne coulait pas dans une seule direction. Depuis Pubongu, un autre groupe se détacha, un mouvement plus discret, mais qui allait remodeler la politique d'un futur royaume. Ils descendirent vers le sud et s'installèrent dans la région aujourd'hui appelée Pawi, où vivent les Bagungu. Parmi eux se trouvait un clan plus petit, mais ambitieux, les Betoluo. Leur chef était Izoma Puga Rukidi, un nom destiné à résonner à travers le temps. Ils ne vinrent pas par la guerre, ni par la conquête, mais avec diplomatie. À Bunyoro, ils s'installèrent pacifiquement. Rukidi et ses partisans fusionnèrent les traditions Luo avec les coutumes locales. De cette fusion naquit une nouvelle dynastie. La dynastie Babito, une classe dirigeante, au sang Luo, mais dont le pouvoir émanait du trône d'un nouveau royaume, le Bunyoro Kitara. Au début du XVIIIe siècle, le grand groupe des Luo s'était solidement établi dans les terres Akoli. Mais ils n'étaient pas seuls. Ils y rencontrèrent un peuple plus ancien, les Lango, installés dans la région depuis près de 2 siècles. 2 grandes cultures se rencontrèrent sur la même terre et les tensions montèrent. Les affrontements poussèrent les Lango vers le sud, en direction des zones humides du lac Kyoga. Mais même séparés, les 2 peuples restèrent liés par le sang et la proximité. Les Acholi et les Lango continuèrent à commercer, à se marier et à partager leur langue. Peu à peu, les Lango abandonnèrent certains aspects de leur ancienne identité. Ils laissèrent leur langue Ake et adoptèrent la langue Luo. Ainsi, dans la grande mosaïque de l'Afrique de l'Est, un nouveau fil fut tissé, mêlant langue, culture et sang. Mais tous les Luo ne suivirent pas le même chemin. Un groupe s'installa dans les collines ondoyantes du sud-est de l'Ouganda. Ils devinrent connus sous le nom de Japadola, le peuple du sud. Ils conservèrent leur langue, le Dopadola, et préservèrent leurs racines Luo au milieu de voisins Bantous. Plus à l'est, le long des rives marécageuses du lac Kyoga, une autre branche émergea, les Kumam. Bien qu'il ait plus tard absorbé des éléments de la culture Ake, le sang Luo coulait toujours dans leurs veines. Ces communautés, les Padola, les Kumam et d'autres, restèrent ancrés en Ouganda. Mais un groupe audacieux, les Joluo, poussa plus au sud. Ils étaient agités, visionnaires, portés par les échos des prophéties ancestrales. À leur tête se trouvait un chef légendaire, Ramogi Awang. Guidé par la sagesse ancestrale et la mémoire des eaux du Nil, il mena son peuple à travers les savanes, au-delà des montagnes, des rivières et des forêts denses, jusqu'aux collines luxuriantes de l'actuel ouest du Kenya. Leurs pas s'arrêtèrent enfin en un lieu sacré, une colline riche de mémoire et d'esprit, les collines de Ramogi. Et là, les Jolios déclarèrent « Ceci est notre foyer ». Lorsqu'ils atteignirent les rives d'un vaste lac, l'eau semblait s'étendre à l'infini. Ils l'appelèrent Nam Lolwe. Aujourd'hui, il est connu sous le nom de lac Victoria. Mais pour les Luo, c'était bien plus qu'un lac. C'était la mémoire, c'était le poisson, la fertilité, la famille. Sous la direction de Ramogi Awang, le clan s'établit. À Sakwa, à Lego, à Sembo, le peuple se dispersa. Ils étaient pêcheurs, agriculteurs, forgerons, poètes. Ils bâtirent des foyers, des dallas, gouvernés non par des rois, mais par des anciens de clans. La justice, Ruot, venait du consensus. Le leadership venait de la sagesse. L'âge était la couronne. Et leur langue, le Doluo, était un chant en soi, une langue du Nil imprégnée de métaphores et riche d'oralité. La société Luo était une tapisserie de clans, chacun retraçant sa descendance par la lignée paternelle.
tout en respectant profondément les liens maternels. Le mariage n'unissait pas seulement deux individus, mais deux familles. Les clans pratiquaient l'exogamie, se mariant à l'extérieur de leur propre clan pour garantir la diversité et éviter la consanguinité. La dot était payée en bétail, non pas achetée, mais offerte comme signe de respect. Les cérémonies de nomination, l'extraction rituelle des dents, les sacrifices de taureaux marquaient les étapes de la vie. La spiritualité était enracinée dans le ciel et la tombe. Ils croyaient en Jok, l'esprit créateur, et honoraient les ancêtres à travers les rites funéraires, Teroburu, les malédictions, Kira, les tabous et les danses sacrées. Les femmes étaient le cœur du foyer, les hommes, la voix du clan, les enfants, l'avenir des ancêtres. Les enfants apprenaient autour du feu, non dans des livres. La sagesse passait des lèvres au cœur. Un nom Luo n'est jamais donné au hasard. Il raconte l'heure de la naissance, la saison, le temps qu'il faisait, les circonstances. Omondi, né le matin. Achieng, né au soleil. Otieno, né la nuit. Chaque enfant est un gardien du temps et de l'histoire. Ils vivaient dans la fierté et l'unité. Puis vinrent les Britanniques. Attirés par le chemin de fer, le Lunatic Express, ils entrèrent sur les terres Luo, non par le dialogue, mais par les armes. En 1896, les forces britanniques aidèrent le royaume de Wanga contre les Luo. Des centaines moururent, d'autres périrent lors de raids de bétail menés par Sir Charles Oblet. Face au bain de sang, les anciens choisirent la survie. Ils négocièrent, ils s'adaptèrent. Au début des années 1900, les chefs coloniaux remplacèrent les ruots traditionnels. Les jeunes Luo furent recrutés dans les écoles coloniales, les missions et le travail forcé. Mais tous ne se soumirent pas. Odinga combattit par l'intelligence. Il fonda la Luo Thrift and Trading Corporation, publia des journaux radicaux et éduqua son peuple. Tom Mboya, fils de l'île de Rusinga, devint syndicaliste, panafricaniste et martyr. Et depuis les chemins poussiéreux de Kogelo, la lignée de Barack Obama s'élèverait un jour jusqu'au sommet du monde. Mais même au-delà des frontières du Kenya, le voyage des Luo continua. Un groupe déterminé, portant le feu de Ramogi et la mémoire des eaux du Nil, poussa plus au sud, vers l'actuelle Tanzanie du Nord. Là, au cœur de la région du Mara, ils trouvèrent un nouveau foyer. Abonne-toi à cette chaîne. Fais partie de quelque chose de plus grand que le simple contenu.